Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la deuxième vidéo consacrée à Daredevil. Je sais que ça fait longtemps que vous l'attendez et elle arrive enfin. Dans la première vidéo, nous avions vu les histoires introductives pour commencer Daredevil, les histoires les plus marquantes. Et maintenant, il est temps de voir les autres histoires, celles qui vont nous permettre d'aller plus loin sur le personnage, celles qui vont permettre aussi de poursuivre certains runs magistraux que nous avons présentés lors de la dernière vidéo, et donc de s'intéresser un peu plus au personnage de Daredevil. Alors nous allons voir tout de suite donc les histoires secondaires à lire, ce qu'il faut absolument lire en seconde dès que vous avez un peu de bagage sur Daredevil. Et l'un des premiers que je voudrais évoquer, c'est quelque chose que je vous avais déjà montré lors du Printemps des Comics 2021, c'est Daredevil Yellow. C'est une histoire hors continuité qui s'intéresse donc au personnage de Daredevil, où il va mettre donc ce costume jaune, d'où le fait de Daredevil Yellow, qui était, je vous le rappelle, le tout premier costume de Daredevil qui était jaune à la base, avant qu'il ne prenne le costume rouge dans les tout premiers numéros de la série originale de Daredevil. Et donc c'est un récit qui est écrit par Jeph Loeb, Tim Sale. Alors c'est un duo très prolifique qui a déjà fait des récits sur Captain America White, Spider-Man Blue, Hulk Grey, voilà, des récits qui sont restés à la postérité puisque sur des one-shots, sur des histoires très courtes, ils ont réussi à capter toute l'essence des personnages, à la mettre en valeur, et le duo fonctionne très bien. C'est l'un des meilleurs duos des comics où ils se connaissent parfaitement entre l'histoire de Jeph Loeb, le dessin toujours millimétré de Tim Sale, et Daredevil Yellow, ou Daredevil Jaune en français, n'échappe pas à cette règle-là et à cette règle du bon fonctionnement de ce duo. Et ça nous explique une histoire tout à fait particulière de Daredevil, où le duo a bien compris quels étaient les enjeux du personnage, quelles étaient ses qualités, quels étaient ses remords, ses défauts, ses relations avec les gens, notamment avec Karen Page et avec Foggy Nelson. Ça aussi, ça c'est très important, ces relations humaines, et je trouve que c'est peut-être l'un des points les plus importants de ce récit. Et surtout, le dessin de Tim Sale est quand même très bon. On a ce côté un peu mafia là, comme vous pouvez voir sur les images. Toujours un dessin de Tim Sale que je trouve au point. Et voilà, ça reste un récit important de la vie de Daredevil, qui me semble important de lire dès que vous avez un peu plus de bagage, parce que voilà, il y a peut-être certains points qui sont bons à préciser. Maintenant, si vous le lisez, que vous n'avez jamais lu Daredevil, ça reste quand même à la portée de chacun. Donc j'aurais pu l'évoquer dans la première vidéo, mais je préférais vous le garder pour vous l'expliquer maintenant. Donc un très bon numéro et quasiment un incontournable dès que vous allez commencer à lire Daredevil, et si vous aimez Daredevil, il faut y aller. Ensuite, on va parler d'un épisode qui fait suite directe au run de Bendis et Maleev. Donc le run de Bendis-Maleev, ça se termine sur le numéro 81. Donc ce numéro 81, je vous le spoil pas, vous irez voir ce qui se passe dans ce numéro 81, mais la suite par Ed Brubaker et Michael Lark est la suite directe de ce numéro. Alors, là, Daredevil va être en proie avec des problèmes de justice. Je ne rentre pas dans le détail, mais vous verrez pourquoi. Et donc, il va devoir se sortir d'un mauvais pas, joué directement par le caïd. Et Matt Murdock, finalement, a du mal à se sortir de ce mauvais pas, et vous allez voir que beaucoup de choses se passent, faisant lien direct donc avec la narration de Bendis. La narration de Brubaker est toujours aussi bonne. Alors Ed Brubaker, pardon, c'est quelqu'un qui a officié sur Captain America, qui a fait l'un des meilleurs runs récents de Captain America, il faut le dire. Ed Brubaker est un super narrateur, et je trouve qu'au niveau de la narration, on y gagne pas mal. Il y a peut-être un petit moment de flottement entre le tome 2 et le tome 3, donc ça c'est une série qui est en 4 tomes. Moi ce que j'avais bien apprécié dans ce numéro-là, c'est le moment où il va partir. Alors je vous explique pas pourquoi, mais là de toute façon c'est décrit sur l'image du début. Il part à Paris, et je trouvais que les images sur Paris étaient moins clichés que ce que l'on peut voir dans
certaines choses américaines sur la France, donc je trouvais que c'était sympa, ça c'est un petit point de détail, mais ça a son importance. Et puis finalement l'histoire se tient bien, ça fait une bonne suite au run de Bendis, même au dessin. Le dessin de Michael Lark est assez proche dans l'idée de celui de Maliev, sans moi je trouve s'en approcher, c'est ça qui fait peut-être le niveau peut-être un tout petit peu inférieur de cette histoire par rapport au run de Bendis et Maliev, et le fait est que je vous l'ai présenté. Pour autant, ça reste toujours du très très bon. Et voilà, là c'est l'une des images. Tout le run est très sympa, c'est en deluxe, donc chez Panini Comics. C'est sur 4 numéros, le 4e numéro est un tout petit peu plus petit. Mais ça reste du très bon, et pour certains c'est même ça fait même partie l'un des meilleurs scénarios sur Daredevil, et je suis plutôt d'accord parce que franchement ça se tient bien. Ça fait suite aussi à un Daredevil un peu plus sombre, ça garde le côté plus sombre, plus torturé du personnage, même dans ses relations avec les autres, avec ses relations avec ses ennemis également. On garde des codes et on garde toute l'histoire qui était venue en plus avant avec Bendis et Maliev, donc moi, si je vous conseille de lire quelque chose, ensuite d'avoir lu le run de Bendis Maliev, c'est vraiment de lire cette suite-là, parce que c'est une suite digne de ce nom, et il y a une vraie cohérence dans le récit. C'est pas toujours le cas quand une équipe narrative change, et là, pour le coup, on sent qu'il y a une véritable volonté de poursuivre sur la même voie du personnage, parce que ça plaisait au lecteur, et ça plaît toujours au lecteur. Donc Le Diable en cavale, c'est le premier tome, et vous avez 3 autres tomes derrière, donc en Marvel Deluxe chez Panini. Ensuite, je voulais m'attarder sur 2 titres qui, pour moi, sont importants. Alors il y en a un, j'avais déjà présenté récemment, qui est ressorti en Must-Have, et en fait qui lance carrément le run de Bendis, le run de Brubaker qu'on vient de voir, puisque c'est les tout premiers numéros de Marvel Knights qui lancent la deuxième fournée de Daredevil, et qui vont lancer l'une des pages les plus jolies de l'histoire de Daredevil, l'une des plus approfondies, et qui font que Daredevil et Daredevil maintenant, qui ont fondé également la série Netflix, les fondations même de l'histoire de la série Netflix. Et c'est toujours bien de repartir de l'origine. Alors après, moi c'est pas mon récit préféré dessus, j'en avais déjà fait la critique, mais là je vais pas la refaire, c'est pas le plus important. Mais ça me semble être un point d'entrée cohérent si vous voulez lire le Marvel Knights, et comprendre d'où est parti tout ce récit et tout ce Marvel Knights. Alors, pour reprendre un petit point d'histoire sur le Marvel Knights, donc c'est au début des années 2000, je crois que c'est même un peu avant, c'est 98, pour pas dire de bêtises, pardon, c'est en 98 que est lancée cette refonte via l'impulsion de Joe Quesada, qui officie d'ailleurs au dessin sur ce Daredevil, Joe Quesada, grand dessinateur, et puis qui impulse le fait de rendre aux héros urbains, et notamment à Daredevil, des séries avec plus peut-être de maturité, plus de profondeur, et sur Daredevil ça a super bien marché. La preuve en est que la plupart des récits que je vais vous présenter viennent finalement de cette série-là, et ça c'est l'entrée en matière avec Kevin Smith à la narration. Voilà, c'est très bien, et ça permet de comprendre où on entre, et puis derrière vont arriver d'autres auteurs. Et donc parmi les auteurs qui ont fait partie de cette aventure Marvel Knights, il y en a plusieurs que je voulais vous citer, bien évidemment Bendis, Brubaker, etc. Mais il y a surtout David Mack. Alors David Mack est surtout connu pour ses talents de dessinateur, et pour les plus aficionados de l'artiste, ils reconnaîtront par exemple dans Jessica Jones, la série, certains de ses dessins. Et David Mack a lancé vraiment sa carrière chez Marvel dans cette série Marvel Knights, d'où le nez creux de Joe Quesada à l'époque de le mettre sur cette série-là, puisque il y a 2 titres qui ont vraiment émergé, que ce soit au dessin ou quand il s'occupe également de la narration. Et ces 2 titres, je vous les présenter parce que ce sont 2 titres coup de cœur pour moi, et qui résument aussi la prise de risque sur le personnage, et comment cette série a peut-être été novatrice à l'époque d'une prise de risque au niveau narratif, mais aussi du dessin, et qu'elles nous ont offert des histoires originales. Et ces histoires originales, je trouve qu'elles font partie maintenant comme un puzzle de l'histoire de Daredevil, et elles me semblent importantes à être citées. Ces 2 histoires, ça va être Wake Up et Echoes. Ces 2 numéros, il me semble, ne sont pas sortis en VF, ou s'ils sont sortis sur du 100%
Marvel, il y a pas mal de temps en couverture souple. En tout cas, depuis ils n'ont pas été réédités, vous me dites si je me trompe, mais il me semble qu'ils n'ont pas été réédités. Donc, David Mack, qui est en plus très connu pour son fameux Kabuki, je vous laisserai aller voir ça, c'est merveilleux. Officie en première partie, donc là sur les numéros 16 à 19 avec Brian M. Bendis, donc c'est les premiers pas aussi de Bendis sur Daredevil, donc ça aussi c'est à voir sur cette partie Wake Up. Et moi ce que j'aime c'est le dessin de David Mack. Alors le dessin de David Mack est très particulier, c'est un peu comme le dessin de Bill Sienkiewicz, on sait tout de suite que c'est David Mack qui dessine. Je vais vous montrer des photos et j'adore ça parce que ça donne vraiment un aspect original à Daredevil, un aspect original à cette histoire. C'est une histoire finalement très narrative, très imagée. On a peu d'action et on rentre plus dans le côté psychologique et dans l'histoire même plutôt que dans l'action. Alors voilà, ça dénote un peu du personnage parce que c'est quand même un personnage d'action. Mais moi, celle qui m'a plu le plus, c'est quand il est à la narration et en même temps au dessin. C'est vraiment la partie sur Iko qui est un personnage féminin assez fort qu'il crée dans ce Daredevil, qui est un personnage sourd, donc là aussi on peut s'identifier à ce personnage un peu en miroir de Daredevil, puisqu'elle aussi possède ce handicap, et on va rentrer un peu plus dans ce personnage, qui finalement, on se dit, bon, ok, c'est un personnage, mais qu'est-ce que ça a à voir avec Daredevil? Et en fait, il y a beaucoup de points communs. Je vous spoil pas ce numéro, mais il y a énormément de points communs, et c'est une histoire, en fait, où on s'attache vraiment à ce personnage, on s'attache au dessin. C'est vraiment, moi, j'adore le dessin de David Mack. Je pense que c'est ça aussi qui fait que j'ai envie de vous le présenter et de mettre en avant son travail sur Daredevil, parce que ça fait partie également du pan de la culture de Daredevil, et là c'est pas forcément co-récit, il faut aussi le noter, le comic ça reste aussi du dessin, et certains dessins nous ont marqué, et moi celui qui m'a marqué c'est David Mack, puisque je suis un inconditionnel maintenant depuis que j'ai lu ces deux numéros, et je trouve que quand vous avez assez de bagages sur Daredevil et que vous voulez lire des choses un peu plus originales, et bien ces deux numéros, en plus de compléter l'histoire de tout Marvel Knights, vous apporte une autre vision, une vision beaucoup plus graphique et propre à un dessinateur. Et voilà, c'est pour ça que je voulais vous le présenter, et j'espère que ces deux numéros vous auront plu. Alors, on enchaîne sur quelque chose de plus récent, c'est les runs de Mark Waid, et Chris Samnee. Alors Chris Samnee arrive sur la fin du tome 1, donc c'est en 2 tomes en Marvel Icons. Il arrive à la fin du tome 1, on a ça alterne entre Rivera et Martin au dessin au début, donc le dessin est peut-être pas la partie la plus intéressante tout au début, parce que vraiment le dessin de Chris Samnee se dégage, et on sent que l'association Mark Waid-Chris Samnee marche super bien par la suite. Donc moi c'est pas ça sur laquelle je vais m'attarder, ça va être plutôt sur la narration, où là Daredevil va être en prise avec un démon qui va faire que il va faire des actes qui le dépassent, et va déstabiliser et cristalliser les relations qu'il peut avoir avec d'autres personnes, notamment Foggy Nelson, son meilleur ami. Et donc ce récit, pourquoi je ne vous l'ai pas présenté d'emblée, c'est parce qu'il demande vraiment des notions de connaître la vie de Daredevil. Quand vous rentrez directement dans ce Marvel Icons, il n'y a pas de préambule, vous rentrez direct, il faut avoir des prérequis sur qui est Daredevil, qui est son père, pourquoi il est comme ça, quelles sont ses relations, quelles ont été ses relations amoureuses avant. Voilà, il y a beaucoup de choses qui demandent d'être connues par le passé de Daredevil, sur les histoires passées de Daredevil, et c'est pour ça que je trouve que ce récit de Waid et Samnee est plutôt à lire en seconde intention. Donc voilà, ça reste du très bon. Maintenant, il faut voilà, le lire un peu quand vous avez déjà un peu de bagage sur Daredevil. Celui que je voulais vous montrer également, qui est sorti également en Marvel Icons, c'est le Daredevil par Ann Nocenti. Donc Ann Nocenti, qui est une narratrice qui a fait quelques récits vers la fin des années 80 sur Daredevil.
Et sur Daredevil, elle a notamment réalisé des numéros où on va avoir le fameux personnage de Marie Typhoïde qui a une double personnalité, qui est un antagoniste très fort. Moi je trouve que ce personnage est vraiment une petite révolution dans le monde de Daredevil, et c'est pour ça que tout le monde lui rend hommage quand on cite Ann Nocenti. Elle est maintenant indissociable de ses histoires sur Daredevil. C'est pour vous dire à quel point ça a marqué et que c'est important de le retrouver en Icons. D'autant plus que c'est soutenu par le dessin de Monsieur Romita Jr. Un dessin vraiment au poil sur Daredevil. Autant ça peut être toujours très fluctuant plus récemment, mais autant là, l'ancrage et son dessin sont vraiment au top. Et le personnage de Marie Typhoïde est vraiment très très intéressant. Je vais vous montrer une image. Hop, voilà par exemple. Ah ben voilà, c'est celle-ci. Voilà, ça c'est très bien. C'est vraiment le dessin de Romita est super, et toute cette histoire avec Marie Typhoïde, on sent que c'est un vrai danger pour Daredevil, c'est une vraie prise de risque, et je trouve qu'on n'a pas eu un Daredevil aussi en danger qu'avec peut-être Ann Nocenti, et en tout cas pas assez récemment dans les histoires de ces années-là. Donc c'est vraiment un récit iconique, et c'est normal que ça ressorte en Icons. Là aussi, peut-être le lire en seconde intention. Maintenant, ça reste quand même quelque chose de très bien. Et qui fait suite aussi là au run de Miller. Donc là, un peu en parallèle du run de Brubaker. Donc c'est de mémoire, si je dis peut-être des bêtises, mais il me semble que c'est pas la suite directe. Mais en tout cas, ça reste dans la même idée et dans les mêmes années que Frank Miller. Donc si vous avez aimé le récit de Frank Miller, vous adorez également le récit de Ann Nocenti, donc en 2 tomes. Donc on termine par un récit qui est le récit finalement le plus récent et qui est en cours sur Daredevil, par Chip Zdarsky et Marco Checchetto au dessin. Et d'ailleurs j'en profite pour vous dire que les 2 numéros sont sortis en mars au prix de 20 €, donc ça fait 10 € le tome au lieu de mémoire, je crois que ça doit être 15 ou 16 €. Donc ça vaut vraiment le coup de se jeter sur cette offre, elle est encore disponible en plus dans pas mal de stores, donc allez y jeter un œil. Alors sur l'histoire elle-même, on reprend Daredevil juste après que le caïd soit devenu le maire de New York. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, notamment, alors avant c'était le run de Charles Soule, qui s'est un peu terminé, je trouve, en eau de boudin sur certaines choses. Et on a eu finalement un moment où Daredevil était plus ou moins pas là, ça je vous spoil pas, je vous laisserai le lire si vous voulez lire le run de Charles Soule. Mais on revient à un nouveau statu quo avec un Daredevil qui se cherche, qui est perdu dans sa vie, qui est tellement perdu qu'il va aller à la faute. Il va avoir un nouvel antagoniste qui est un antagoniste finalement là de justice, et pas un antagoniste réellement un vilain comme on peut l'entendre dans les Marvel, mais plutôt un antagoniste sur le plan de la justice, un nouvel officier de police, et que j'adore, ce personnage est vraiment génial, donc ça c'est une très bonne idée de Chip Zdarsky. Il nous amène de nouvelles choses, il met en danger le personnage de bonne manière, il l'amène à se poser des réflexions sur sa vie, sur ce qu'il a pu faire, sur les conséquences de ses actes en tant que justicier vis-à-vis de sa vie publique. Là aussi c'est toujours, on retourne autour de la même chose, hein, vous aurez compris avec Daredevil, mais c'est ce qui marche. Finalement c'est ce qui marche sur le personnage, et là ça marche à la perfection parce que Chip Zdarsky a une manière d'expliquer les choses, une manière d'amener les choses qui est vraiment très rafraîchissante. Et on comprend que c'est l'un des auteurs qui marche le mieux en ce moment. Il suffit de lire ça, et ça je vous encourage vraiment à le lire par la narration qui est absolument géniale. Le dessin de Marco Checchetto, ça faisait longtemps ces derniers temps qu'on n'avait pas eu d'aussi beaux dessins, et je trouve que le dessin de Checchetto est vraiment génial. Donc là vous voyez en plus le nouvel officier et Daredevil, donc c'est vraiment génialissime. Il y a des scènes de bataille à couper le souffle, c'est dynamique, le dessin nous met vraiment dans l'action, il y a quelque chose qui se crée instantanément dès que vous lisez ce numéro, et puis à la fin en fait on n'a qu'une envie, c'est de le relire. Bien évidemment il y a des personnages importants qui reviennent, tels le Punisher, qui sont toujours présents. Il y a des images qui sont géniales, là je suis en train de le passer, ça me donne encore plus envie de regarder. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui changent. Donc là, le tome 1, le tome 2, avec toujours en trame de fond, et ça c'est aussi important, c'est ok, on a Daredevil, mais on a aussi en trame de fond le caïd qui finalement tire les ficelles depuis sa mairie
et on comprend que petit à petit quelque chose est en train de se mettre en place. Ayant pu lire la suite, notamment en VO, je peux vous dire qu'il y a du très très bon qui s'annonce derrière, avec des personnages importants de Daredevil, et là aussi c'est pour ça qu'il faut peut-être le lire en seconde intention, parce qu'il y a des personnages qui nécessitent d'être introduits et de connaître, que vous ne pourrez pas rentrer comme ça sans les connaître. Je vous spoil pas, mais il y a vraiment des choses incroyables. Pour vous dire, il y a même un des numéros qui est le numéro 25 de cette série, qui est très coté, parce qu'il y a un total changement dans l'univers de Daredevil. Donc c'est pour vous dire à quel point cette série a révolutionné le monde de Daredevil, a révolutionné la vision qu'on en a de Daredevil, et a réussi à amener certains personnages sur le devant de la scène, avec une finesse que j'ai rarement vue, et on arrive à être proche de certains personnages sur lesquels moi par exemple j'étais pas forcément proche. Chip Zdarsky a réussi à redonner un nouvel élan à Daredevil, élan qui avait été un peu perdu sur la fin avec Charles Soule, donc je peux que vous conseiller d'aller lire ça. En plus c'est très moderne dans l'approche de Daredevil, c'est peut-être le plus moderne puisque le plus récent, et c'est ultra réaliste. Donc je vous conseille vraiment d'aller lire ces deux premiers numéros, en plus de profiter de l'offre à 20 €. C'est franchement très cool. Alors parmi les récits à éviter absolument, il y a malheureusement le récit Shadowland qui était sur le papier quelque chose qui aurait dû conclure de la meilleure des manières les récits de Bendis et de Brubaker, en terminant sur le retour de Daredevil au sein de Hell's Kitchen, et sur le pitch, normalement il devait utiliser la main, l'association de malfaiteurs de ninjas, comme une force active de justice, et finalement on part sur une narration qui n'a ni queue ni tête, où le personnage de Daredevil est totalement déprécié, et on n'arrive pas du tout à le reconnaître finalement dans son approche. Quand vous sortez des runs en plus de Bendis et de Brubaker qui ont mis un niveau vraiment assez incroyable sur le personnage, et bien là la chute est quand même assez forte. Le dessin en plus ne rajoute rien à tout ça, parce que il n'est pas si incroyable, et finalement vous passez à côté de quelque chose, et pour moi c'est même peut-être le pire de ce que j'ai pu lire sur Daredevil, à tel point que je ne l'ai pas gardé dans la bibliothèque et que je l'ai revendu. Vous voyez à quel point ça peut être... vraiment ça m'a dégoûté sur le personnage. Ce qui fait suite un peu également à Daredevil Shadowland, c'est Daredevil Reborn, et je suis désolé pour Andy Deagle, mais c'est lui qui a écrit Shadowland, c'est lui qui a écrit Reborn. Là aussi il passe à côté, et c'est 4 numéros où voilà, le personnage, on passe à côté. En plus le dessin, j'ai rien contre le dessinateur, mais là aussi le dessin est franchement grossier, très très grossier, et là aussi j'ai perdu de l'argent parce que c'est pas top. Donc voilà, ça c'est deux des récits à éviter. Après, je pourrais vous dire également peut-être une des parties de Daredevil sur le run de Charles Soule. C'est vraiment les montagnes russes, le run de Charles Soule. Il y a du très bon comme il y a du mauvais. Moi je me rappelle, j'ai été assez choqué par des chevaux ailés où on se demandait si Charles Soule avait pris des hallucinogènes, parce que franchement on ne comprend pas le délire à ce moment-là. Donc voilà, ça aussi, entre ça et pourtant le Caïd qui devient maire, avec une narration qui est super à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je vous ai pas cité le run de Charles Soule. C'est pas parce que je l'ai pas aimé, c'est parce que je le trouve vraiment trop inégal au scénario, et que finalement par rapport à tous les runs qui sont passés soit avant, soit même le run d'après qui est celui de Chip Zdarsky et Keketo, bah finalement celui de Charles Soule fait un peu tâche. Alors je dirais pas qu'il est mauvais, mais il est peut-être d'un niveau en dessous, puisque trop inégal. Donc voilà, après à vous de me dire, peut-être que vous avez un autre avis sur le run de Charles Soule, mais moi c'était vraiment pas celui que j'ai apprécié. Pourtant j'ai lu tous les numéros en VO, et je suis peut-être passé à côté. Voilà, sur d'autres récits, je pense que c'est déjà les plus importants. Il n'y en a pas d'autres que j'ai en tête à vous évoquer qu'il faudrait éviter. Concentrez-vous plutôt sur ceux que je vous ai évoqués à lire, puisque vous l'avez compris maintenant avec ces deux vidéos, Daredevil est un personnage puissant, un personnage très intéressant, très profond, qui aborde tout un tas de thèmes, et finalement qui a un héros urbain auquel on peut se rattacher, qui a montré que malgré son handicap, il arrive à surmonter des choses qui nous paraissent insurmontables.
Et il y a également des très bons récits de Frank Miller, de Bendis, de Brubaker. C'est vraiment un personnage aux multiples facettes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire si c'est bien, si c'est pas bien. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Toujours, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. Je vous dis à très vite.